Et salut à tous, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Europe. Aujourd'hui, nous allons parler de la méta de Warhammer 40 000 et on va rentrer dans les spécificités du jeu compétitif puisque je vais vous partager le win rate officiel des factions sur le dernier mois de jeu. C'est l'occasion de faire un gros point sur la méta avant les changements qui arrivent la semaine prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, vous allez avoir la data slate, la data balance, le Miniaturum Field Manual, peut-être des errata de règles. Le week-end d'après, on va avoir le Tournament Companion, en plus la nouvelle saison et dernière saison de jeux compétitifs sur la V10 qui est Chapter Approved. Énormément de changements d'un point de vue méta pur et dur. Donc c'est intéressant de faire un gros zoom sur l'état actuel du jeu, pour comprendre comment les lignes vont bouger et pour au mieux déjà appréhender les changements à venir. Je vous rappelle que nous sommes sur YouTube, je vous invite à mettre un pouce, les amis, à laisser un com si la vidéo vous plaît, si vous avez des choses à partager dans les commentaires ou si vous avez juste envie de saucer la chaîne. Si vous avez envie de saucer la chaîne, vous avez les liens en description, le Discord, l'Insta, vous pouvez nous soutenir chez MyHobbyPlace, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et ça fait plaisir. C'est le deuxième podcast que je vous fais dans la foulée, c'est très simple à réaliser pour moi, c'est super, je peux être au plus proche de l'actualité du jeu. Plus vous saucez le format les gars, plus je vous en fais, vous connaissez le dicton et le cycle éternel de la vie. Allez, sans plus attendre, on passe donc au cœur de la vidéo et à ce classement méta. Je commencerai par quelques éléments de contexte pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler et notamment l'origine et la méthode du calcul des statistiques. Donc les données présentées, elles sont issues des performances des factions de Warhammer 40 000 dans les tournois individuels compétitifs. Attention, c'est exclusivement et uniquement les tournois individuels solo. Ce qui change fondamentalement, je sais que nombreux d'entre vous sont investis dans le système de ligue francophone, sont investis dans le jeu WTC, le jeu d'équipe. Et il faut bien comprendre que la méta d'équipe n'est pas la méta du jeu solo. Pourquoi ? Parce que les layouts de table sont fondamentalement différents et il va y avoir de manière générale une approche avec l'opposition adverse qui est différente. Je ne rentre pas dans les détails mais en tout cas c'est important de le préciser, on est sur une méta solo les gars, solo. Donc ces informations, elles proviennent des plateformes de gestion de tournois que sont Best Cost Pairing, donc BCP. C'est essentiellement les gros tournois anglais et américains, mais il y a d'autres nations qui ont beaucoup de tournois, je pense notamment aux Espagnols et à plein d'autres. Et de MHQ, donc Mini Headquarter, et MHQ, c'est, je pense, à 90%, 95% des tournois francophones, donc c'est super cool. Il faut savoir que dans ces statistiques, la méta française est vraiment bien pointée du doigt. Et ce sont des outils qui sont utilisés dans le monde entier pour organiser les événements, mais globalement, BCP, les gros événements, c'est plutôt américain-anglais, et MHQ, c'est plutôt français. Voilà, l'analyse elle a été effectuée par l'équipe de StatCheck, ok, je vous invite à aller découvrir leur site. Si j'y pense, je mettrai le site dans la description, mais si vous tapez StatCheck, vous allez trouver sur leur site, ils ont un outil pour vérifier la statistique, donc c'est cool. Ils font ça en partenariat avec Goonhammer, donc c'est pareil, Goonhammer c'est un site qui est dédié aux jeux compétitifs et sur lequel vous trouvez plein d'informations sur les nouveautés, les sorties, etc. Donc par contre là, je vous le dis, tout est en anglais, ce sont des outils dont se servent beaucoup les Américains, les Anglais, donc tout est en anglais, d'où l'utilité de cette vidéo, ça va être pour moi de vous retranscrire un petit peu tout ce qui se dit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça s'est fait à l'aide d'un outil d'automatisation qui permet de collecter, de filtrer, d'agréger les résultats de tournoi. Les critères retenus pour figurer dans le win rate et le classement métagame qui va suivre, ça va être les événements individuels, avec un minimum de 25 joueurs et un minimum de 5 rondes. Donc les principales métriques analysées sont le win rate en pourcentage. Donc vous faites 5 parties sur un tournoi, vous en gagnez 4, vous avez un win rate de 80%. Ok. Et il faut ça pour tous les participants. Donc c'est le pourcentage de parties remportées par une faction sur l'ensemble des rencontres. L'over representation, donc l'over rep, c'est le rapport entre la présence d'une faction dans le top d'un tournoi, top 4 ou top 10, par rapport à sa présence globale dans le tournoi. Donc top 4, ça sera plutôt sur les tournois à moins gros volume, je pense 60 et moins. Et top 10, ça devient intéressant pour les tournois à plus gros volume, 80 joueurs et plus. Le TWIP, donc ça c'est le Tournament with Winning Position, donc c'est les tournois avec les positions de vainqueurs, mesure le nombre de fois où une faction
était encore en position de remporter un événement à l'aube de la dernière ronde. Par exemple, avec un score de 4-0 dans un tournoi à 5 rondes. C'est important, pourquoi? Parce que dans les tournois de manière générale, en fait, plus vous avez votre victoire, plus vous gagnez, plus vous montez dans le classement, plus vous affrontez des joueurs de haut niveau. Ce qui veut dire que finalement, les 2 dernières rondes, dans un tournoi à 5 rondes, les 2 dernières rondes sont les rondes les plus compétitives pour les joueurs qui sont en haut du classement, qui se situent dans les 15-20 premiers. C'est le mouchoir de poche souvent où à la fin de la première journée, à la fin des 3 premières rondes, tout le monde est encore en victoire. Donc ça veut dire que la 4e ronde et la 5e ronde vont être des rondes où s'affrontent les joueurs les plus aiguisés qui sont en full victoire. Donc c'est ça qui est aussi plus pertinent, notamment dans le calcul du win rate. Voilà. Fort de tous ces éléments, je vous propose de découvrir sans plus attendre le classement des factions Warhammer actuelles. Alors, il est divisé en tiers. Vous avez le S tiers et après les tiers A, B, C, D, F. Je vous rappelle que tiers, c'est un anglicisme qui définit une catégorie. Ça n'a rien à voir avec tiers de la mathématique française qui est une unité divisée par 3. Donc, on parle bien de catégorie. Là, on a le tableur est divisé en 6 catégories. Globalement, le tiers S, c'est ce que nous, sur Creative Wargame, on appelle les prédateurs de la méta. Le tiers S, donc tiers supérieur. Le tiers F, c'est vraiment les bas de tableau, mais je pense que voilà, c'est un petit peu, il faut voir souvent les factions qui sont en jalon entre les tiers, elles peuvent basculer d'un tiers à l'autre. Ok, donc par exemple, quand je prends tout en bas du tableau, bon, les taux, voilà, c'est pas la panacée de fou non plus. Donc voilà. Donc voilà pour le tableau. Parmi vous, je sais que certains peuvent être choqués parce que c'est une statistique que vous n'avez pas l'habitude de voir. Peut-être que parmi vous, il y a des joueurs, je sais pas, d'un codex, il y a des joueurs Blood Angel qui ont un taux de victoire qui est plus élevé, ou il y a des joueurs World Eater qui ont un taux de victoire qui est moins élevé, etc., etc. Il faut bien comprendre que ça, c'est de la statistique lissée avec un gros volume de jeu. C'est pas représentatif des micro-méta dans lesquels vous évoluez en tant que joueur. Quand je parle de micro-méta, c'est-à-dire que vous, en tant que joueur, bien que ça a tendance un petit peu à s'ouvrir grâce à TTS et vous arrivez à rencontrer des joueurs que vous ne connaissez pas, à affronter d'autres méta, etc., vous êtes quand même, vous avez quand même un pool de joueurs récurrents avec qui vous jouez, donc vous avez votre micro-méta, ok, parce que votre joueur Emperor Children, il joue l'Emperor Children de telle façon, ok, mais peut-être qu'il y a des joueurs plus compétitifs en France ou ailleurs, qui jouent l'Emperor Children d'une autre façon, et qui fait que leur taux de victoire, il n'est pas à 53%, il est plutôt beaucoup plus haut. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien préciser, et ça c'est important, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez les orques qui sont à 44%, et vous prenez les nécrons qui sont à 55%. Finalement, je veux dire, sur 10 parties, il y en a un qui gagne 4,5 parties et l'autre qui gagne 5,5 parties. Pourtant, il y en a un qui est en bas du tableau et il y en a un qui est en haut du tableau. Donc, le tableau, il est là plutôt pour vous faire comprendre les grandes tendances de jeu, mais en fait, ne croyez pas que si vous jouez Necron, vous allez plus gagner de parties que si vous êtes un joueur orc. Pas du tout. Le tableau ne se substitue pas au skill des joueurs. Voilà. Par contre, il est évident qu'un joueur avec du skill qui va manœuvrer le codex Eldar qui est en haut de tableau ou le codex Ika qui est en haut de tableau, il aura un avantage beaucoup plus certain que celui qui va avoir du skill de jeu mais qui va jouer le codex Adeptus Mechanicus ou le codex Tau, qu'on s'entende là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour vous dégrossir un petit peu le tableau, pour disclaimer un petit peu, et puis donner de la profondeur à la lecture du tableau, et puis on va maintenant en parler. Donc, tout en bas du tableau, on a les Black Templars, les Dark Angels. Les Dark Angels, honnêtement, les détachements spécifiques Dark Angel sont pas bons. Dark Angel, c'est joué soit en Gladius, soit en Stormlands. C'est un peu dommage, ça va être équilibré là. J'ai fait la vidéo sur tout ce qui va sortir avec la prochaine Data Balance, et les Dark Angel vont avoir un nouveau détachement. Honnêtement, c'est cool parce que leurs détachements sont vraiment pas très
très très intéressant à jouer. Les Black Templars, pour le coup, ils sont encore en index, ils attendent un codex. Les Black Templars, ils ont pris un gros nerf parce qu'il y avait un build très, très atypique qui consistait à jouer une masse d'infanterie imbuvable et qui offrait un stat check à l'adversaire qui était difficilement gérable. Et une fois que ça s'est fait nerf, bon bah le Black Templar il est un petit peu en dessous. Maintenant, pour avoir suivi un petit peu la méta française sur le jeu d'équipe, le Black Templar est toujours présent sur le jeu d'équipe et notamment dans les grosses équipes. Il s'est joué à la Ligue 1, donc je trouve que les 32%, c'est-à-dire gagner 3 parties sur 7, est pas nécessairement représentatif des gros bulles de Black Templar qui ont tourné sur les dernières semaines. Mais je pense que sur du solo, et c'est très peu joué finalement. Ensuite, donc ça c'est pour le tier F. Je pense que dans le tier F, on peut absorber les taux qui sont vraiment en retrait aussi en termes de win rate. 42%, ça commence à être un peu dur. Les taux, ils ont un problème intrinsèque de règles d'armée, je pense, et c'est problématique. Surtout en solo où les tables Games Workshop, quoi qu'on en dise, sont quand même assez chargées. Les layouts solo fake sur lesquels on évolue nous sur le solo français sont assez chargés. Donc finalement les taux qui sont une armée essentiellement de tir et qui ont besoin d'outrepasser les bloquants, les occultants pour pouvoir appliquer leur létalité de jeu, c'est un petit peu difficile. L'Adeptus Mechanicus, 43%. Alors l'Adeptus Mechanicus, c'est vraiment un codex de spécialistes. Ça a des très bonnes armes. Je pense que c'est un codex qui est polyvalent, qui a des bonnes armes, mais encore une fois, une fois arrivé un peu en haut du tableau, c'est-à-dire que je pense qu'un bon joueur AdMech en solo peut prendre 2-3 premières wins sur sa journée de tournoi, mais je pense que arrivé en haut de tableau, difficile de gérer le haut de la méta. Voilà, et ça c'est problématique. Moi j'ai bon espoir pour le MFM que l'AdMech ait un second souffle, parce que le codex est excellent, honnêtement. Le codex est très très bon, il y a une grosse variété d'unités. J'ai eu le plaisir de le jouer, j'ai pratiqué le codex AdMech pendant 2 mois la saison dernière, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Il y a plein d'unités, il y a plein de choses à faire. C'est un vrai codex de tricks, de mouvements. C'est un codex de niche, entre guillemets. Très peu de gens jouent AdMech finalement. Donc vous surprenez très vite votre adversaire qui connaît pas nécessairement vos combos, etc. C'est très intéressant. Orc, 44%. Bon, le win rate des orcs, honnêtement, je le trouve un petit peu bas. Peut-être parce qu'encore une fois, ça va être pour moi un petit peu comme l'AdMech, un bon codex, mais qui va se retrouver grossièrement en difficulté sur les gros builds du moment. Et ça, c'est problématique. Maintenant, la War Horde, honnêtement, je trouve que le détachement est vraiment bon. Et la brigade tactique est toujours intéressante. La Green Tide, à voir. J'y crois pas trop à la Green Tide, mais surtout en solo. Mais je pense que le Codex Orc, il a beaucoup de ressources. Ils ont annoncé qu'ils allaient le nerfer. Et j'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur qu'ils se plantent sur leur lecture du codex Orc, parce que nerfer un codex qui est en compétitif à 44% de win rate, c'est pas nécessairement un très très bon plan. Ensuite, on a le Space Marines qui a 46% de victoire, donc c'est le Space Marines vanille. Bon, le Space Marines, il pêche principalement par le fait que tout le monde connaît les Space Marines. Voilà. Vous ne surprendrez jamais votre adversaire avec du Space Marines. Tout le monde connaît la Gladius, tout le monde connaît la Stormlance, c'est spammé dans tous les tournois. Vous avez systématiquement 7 à 8% des joueurs qui jouent Space Marines systématiquement, et c'est, je pense, le gros problème, enfin la grosse difficulté qu'ont les joueurs Space Marines, c'est d'affronter des armées qui connaissent la gestion des trades, ils connaissent ce que tu peux faire, ils sont capables d'anticiper tes mouvements. Voilà, c'est un petit peu le problème du Space Marines vanille. Le Blood Angel est juste devant, à pas grand chose près sur le niveau de win rate. On attend un up des Blood Angel. Honnêtement, c'est plutôt cool, parce que je trouve que les entrées purement Blood Angel sont pas faux folles. On va pas se mentir, hein, les joueurs qui jouent Blood, ils jouent 3 fois 6 Blade Guard, 2 Gladiator Lancer. Il y a que Dante Dante, Méphiston et les Sanguinary Guard qui sont joués, alors que le codex est rempli de datasheets. Donc c'est cool s'ils reçoivent. Les Tyrannides clôturent le tiers D.
Pour moi, le tier D, on est tier D, on est dans les codex en douleur, hein, en difficulté. Le tyrannide, bon. Moi, je pense que le Tyrannide a plein d'outils. Ils annoncent un nouveau détachement. Je pense que le Tyrannide a peut-être besoin d'une petite baisse de coût en point de certaines unités pour les rendre un petit peu plus jouables. Mais attention, voilà, parce qu'il y a plein d'outils dans le codex Tyrannide en souffrance. Voilà, codex en souffrance. J'absorberai dans les codex en souffrance probablement l'Astra Militarum. Ouais, l'Astra Militarum qui est juste au-dessus à 46,9%. J'ai pas la sensation que les Space Marines du Chaos sont soit en souffrance en termes de jeu, parce que c'est une faction qui a énormément d'outils, d'autant qu'ils peuvent s'allier avec les démons qui sont très forts dans la méta. On a la création of build qui est très bonne. Donc le Chaos Space Marines, moi je le mettrais, même s'ils ont un win rate qui est équivalent avec l'Astra Militarum, l'Astra Militarum je le mettrais peut-être dans... J'aurais tendance à mettre l'Astra Militarum en tier D peut-être, et le Chaos Space Marines le garder en orange. Je pense que je supprimerai ce tier C en fait pour n'avoir qu'un tiers violet et qu'un tiers orange. Je virerai le rouge et je basculerai en fait le Chaos Space Marines et les ligues de Votann en orange. Voilà. Les Ligues of Votann, 47%. Bon, là, on commence à s'approcher. Bon, même en vrai, hein, entre 46,9 et 47,4%. Il n'y a pas une partie, sur 10 de différentiel en taux de victoire. Donc, on est quand même assez proche. Les Ligues of Votann, pour moi, c'est un bon index. Honnêtement, c'est un bon index. Un petit peu tristoun que le codex, parce qu'on sait ce qui va se passer. Honnêtement, hein, le League of Votann, il va sortir en janvier ou en février prochain, à l'orée de la V11, et ça va être chiant. Maintenant, ils ont reçu un détachement de Noël qui était merdique. On va pas se mentir. Donc, le League of Votann, je trouve que c'est un bon index, mais globalement, qui tourne en rond. Et je pense que les joueurs League of Votann tournent en rond depuis le début de cette édition. Entre est-ce que je mets 18 motos, est-ce que j'en mets que 12, est-ce que je mets des thermies, est-ce que je mets 10 Berkos, est-ce que je mets 2 Fortress, est-ce que j'en mets qu'une. Bon, voilà, ça tourne un petit peu en rond au niveau des builds. Maintenant, je trouve que le codex est l'index est très polyvalent, le gameplay est très cool. Donc voilà. Le World Eater, il faut savoir que c'est le World Eater Codex. C'est le World Eater Codex qui a son win rate à 47%. Donc c'est pas déconnant. Honnêtement, c'est plutôt équilibré. Un petit peu en bas de l'équilibrage du tier B, certes, mais à voir avec la prochaine data. Être vigilant, honnêtement, avec la prochaine data, les nouveaux scénars, etc. Voir comment le World Eater va se comporter sur cette nouvelle méta, parce que on n'est pas à l'abri que cette faction elle puisse se rehausser un petit peu plus dans le haut du panier. Les Adeptas Sororita, donc les sœurs de bataille à 48,6%. Honnêtement, les sœurs de bataille, moi, non, je vous le dis, les sœurs de bataille, je ne les ai jamais affrontées en tournoi. C'est très peu joué. Ça a été, quand c'était complètement pété, ça a été beaucoup joué, ça a été nerfé, et après ça a pu été joué. C'est vraiment, c'est le yo-yo, quoi. Hein. C'est les Adeptas Sororita, c'est tout, rien. Bon, là, ça semble plutôt équilibré, donc c'est bien. Au même titre que les Chevaliers du Chaos, qui sont à 48,7% de win rate. Bah écoutez, les Chevaliers du Chaos, moi je pense que c'est un index qui est relativement bien équilibré. Il n'y a pas globalement d'aberration sur le CK. Il a des outils qui sont intéressants et qui sont différents de celui de l'IK. Et voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de l'affronter. Je trouve que c'est un petit peu limité en termes d'intérêt de gameplay, parce que bah, tu spams 13 petits châssis, c'est 13 fois le même profil, donc c'est voilà, c'est les 12 PV, un du 10, save à 3, un vue à 5, 8 dossés, etc. Tu spams 6 de tir, 6 de cac, donc bah, c'est les mêmes profils d'armes, et un autre, et en fait, bon, honnêtement, moi je trouve le gameplay redondant. J'espère que le codex va leur donner un petit peu de coffre, et surtout un petit peu d'interaction un peu plus varié. Mais c'est difficile hein, sur ce genre de codex. Je pense que c'est difficile pour l'éditeur de proposer quelque chose d'intéressant sans sombrer comme ce qu'ils ont fait dans les précédentes éditions, avec des codex où il y avait des couches et des couches et des couches de règles. Ça rendait le truc illisible et inintéressant pour le mec qui l'affrontait. Donc voilà. Les Space Wolf, donc là les Space Wolf c'est en index, hein, c'est pas le format codex.
49%, les Space Wolves, ils sont beaucoup joués en Stormlands. Franchement, c'était un bon index. Pour le codec, je me prononce pas. Je sais pas, je l'ai pas affronté et on n'a pas trop parlé avec les joueurs de la team créative. Mais en format index, en Stormlands, bah ça faisait le taf. Même en Gladius, avec moins d'aspérité Space Wolf, avec juste quelques petits persos et quelques petits trucs, ça faisait très bien le taf. Donc honnêtement, les Space Wolf, je suis pas étonné de leur place, qui sont un win rate assez équilibré. Les Custodes, c'est pareil, win rate très équilibré, on touche les 50%, donc une win sur deux. Honnêtement, je suis vraiment pas étonné. C'est un bon codex défensif, c'est un bon codex de tanking. Voilà, c'est un codex qui ne surprend pas les adversaires, on va pas se mentir, hein. Les Custodes, vous voyez où la figurine commence, vous savez exactement où est-ce qu'elle peut finir et ce que votre adversaire va faire. C'est un petit peu ce qui pêche aussi avec les Custodes, hein. C'est que mine de rien, il y a quand même beaucoup de joueurs Custodes et finalement, je trouve qu'en termes de gameplay, même s'ils ont amené le Solar, enfin le détachement Grotte Masse, et qu'ils ont après derrière fait le détachement Lion de l'Empereur, ils ont essayé d'amener de la variance, etc. Forcer les joueurs à jouer des motos, forcer les joueurs à jouer des Alarus, etc., etc. Malgré tout, on est quand même sur une armée archi élitiste avec peu d'entrées. Par contre, moi, ça c'est la prédiction. La prédiction arrive, la prédiction de Tonton Tourop, les potes. Je pense que sur le prochain, je pense que sur la saison de jeu Chapter Approved, le Custodes va sérieusement remonter en win rate. Honnêtement, ça c'est vraiment ma prédiction par rapport à ça. Et je pense qu'en solo, ça va faire de très bons résultats. Pourquoi ? Bon, même si j'en ai déjà parlé dans un live, je vous fais un petit topo très rapide. La conclusion analytique que j'ai et que d'autres ont sur le nouveau Chapter Approved, le jeu et le différentiel des points pour gagner une partie se fera beaucoup plus sur les primaires que sur les secondaires. Et les secondaires sont beaucoup plus axés soit sur le contrôle de zone, soit sur le kill, avec la fin du containment, avec le fait que Recover Asset se score à la fin d'un round, avec les deux nouveaux secondaires qui sont des secondaires de zone. Donc finalement, les Custodes sont très très forts dans ce domaine-là, dans le contrôle de zone, dans le contrôle d'objectifs, et sont très très forts sur le scoring de primaire. Donc je pense que les Custodes vont remonter fort dans le classement, et d'ailleurs, je vais dire au même titre que les GK finalement, parce que les GK jouent très bien à ce jeu-là, ils ont des gros pavés de thermie, ils se déplacent bien sur la map, etc. etc. La Deathwatch, donc GK, Deathwatch, on est sur du 50% de win rate. Honnêtement, je trouve que c'est deux factions qui sont bonnes. Le GK et le Deathwatch, c'est deux factions qui sont polyvalentes. Vous avez du gros tir, vous avez du gros cac. Le GK et la Deathwatch ont ces deux outils d'archi-mobilité qui sont le fait de blink, hein, de partir de la map et de revenir au tour d'après. Alors le GK, il l'a par le biais de sa règle d'armée. La Deathwatch l'a par un système de stratagème. Mais quoi qu'on en dise, c'est des factions qui ont du cac, du tir et de la mobilité et de l'armure Space Marines, donc c'est très intéressant. La surprise, c'est les Drukhari, 52% de win rate. Alors pour moi, les Drukhari, ils se positionnent ici pour la simple et bonne raison que les gens ne jouent jamais contre et n'ont aucune idée du match, n'ont aucune idée de comment gérer les ressources face à ce type de faction, etc. Donc je suis pas étonné qu'il y ait des joueurs Drukhari qui arrivent à bien créer leur chemin sur les tournois. Je vais redire ce que j'ai dit en début de vidéo, comme j'ai dit pour l'Admec, comme j'ai dit pour l'Orc. Je pense que le Drukhari est aussi bien exposé à ça. Je pense que arrivé à un certain moment du classement, le Drukhari passe plus sur les top factions, ça passe plus du tout. Le TS, donc c'est un TS en format index. Le Thousand Sons, il est bien classé. Je pense que le Thousand Sons, il est mésestimé. Il a été très très haut pendant un temps dans la méta. Il s'est fait nerf et il est resté toujours fort. Le Thousand Sons, pour moi, c'est une faction qui est restée toujours forte via sa capacité à distribuer des blessures mortelles à la pelle. Bon, là, maintenant, on est dans le passé avec un index Thousand Sons, donc on va parler du futur. Le codex, à ce stade de lecture, à ce stade d'analyse de ce qu'on en sait, le codex est bon. C'est pas un tier S, mais le codex est bon. Il va faire du dégât. Voilà, honnêtement, le codex Thousand Sons va faire du dégât et c'est important de le dire après tout. Les Emperor Children, ils sont à quasiment 54% de win rate, donc là on commence à rentrer dans le haut du tableau. Je pense qu'on aurait pu dire qu'à partir de 54%, on bascule en tier S.
Donc pour moi, les Emperor Children, c'est du top méta, et je dirais même plus, c'est du prédateur de la méta. Bon, c'est le format, c'est le nouveau format codex, pas encore nerf par les coups en point. Ils vont se prendre une petite claque en coups en point, et je pense que leurs règles vont pas bouger. Donc je pense que les Emperor Children, ils vont redescendre sérieusement dans le classement, et d'ici quelques semaines, on les verra, je pense, un peu plus au milieu de tableau. Voilà, c'est ma petite prédiction là-dessus. Je pense que ça va redescendre. Et puis voilà. Les Chaos Demon, pour moi, tier S aussi. C'est vraiment un super codex. Ils ont vraiment fait un truc de fou sur le Chaos, sur cette V10. C'est incroyable. Les joueurs Chaos se régalent en compétitif. Le Chaos Demon, il est très très fort. Honnêtement, il a beaucoup d'outils pour jouer, pour s'éclater. Il a des grosses figurines. Alors, ce qui est intéressant avec le Chaos Demon, c'est qu'il amène une mobilité de dingue que peut avoir certaines factions comme... alors pas autant que l'Eldar, mais comme le GK, comme les armées qui ont des plein d'unités qui FEP, etc., etc. Donc le démon amène ça, et en même temps, il amène une forme de stat check très proche du Custodes, c'est-à-dire il va te filer des gros blocs de figurines avec des 4+ invus, enfin il va te filer des gros princes démons imbutables, et en gros, bah, il te propose le stat check, et bah, si t'es pas capable de le gérer, si t'es pas capable de détruire les grosses figurines, tu te fais ravager la gueule. Le Chaos Demon est vraiment fort pour ça, en fait. C'est un gameplay qui est pas très très agressif comme peut l'être l'Emperor Children, mais c'est un gameplay qui met sous pression votre adversaire et qui l'oblige à faire des choix. Et si la pièce tombe du mauvais côté, vous risquez de savoir de quoi Be'lakor se mêle sur Warhammer 40 000. Ensuite, les Necrons. Alors les Necrons, honnêtement, pour moi c'est un très bon codex, je le joue depuis un bon moment, je pense que c'est un très bon codex. Il est limité dans ses mécaniques de jeu parce que finalement c'est un codex qui sort rarement de sa moitié de la table, mais qui quand même arrive à gagner des parties en le faisant. C'est un gros codex de tanking, il a été annoncé que le Necron allait être up, donc honnêtement si le Necron est up, c'est-à-dire s'il y a une baisse de coups en point des unités Necron, je pense que le Necron il va faire très mal. Les IK, on attend l'arrivée du nouveau codex. Est-ce que ça va être pour là avant cet été, ou est-ce que ça va plutôt être à la rentrée? Je mettrais plutôt une pièce pour la rentrée à titre personnel, puisque là on va rentrer dans le processus de communication pour Games Workshop autour de la sortie de l'Hérésie d'Horus qui va animer l'été. Donc j'ai du mal à croire qu'ils nous sortent un codex IK et un codex RK là au mois de juin-juillet. Ça me paraîtrait peu cohérent en termes d'agenda. Moi, l'IK, je le vois plutôt arriver en septembre, voilà, à la rentrée. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il va quand même se faire nerfer la gueule. À 58%, c'est un peu haut. La grosse problématique de l'IK, c'est qu'en fait, c'est les petits et les gros, parce que Canis Rex, c'est la même chose, ils sont sous-pricés. Voilà, ils ont leur valeur de tanking, leur valeur d'OC et leur capacité de létalité n'est pas en relation avec le coût en points des profils que vous payez. Donc en fait, dans une armée d'IK, quand un joueur est capable de vous dropper Canis Rex et je sais plus combien tu mets de petits, tu mets 9 petits avec Canis Rex, déjà de base, t'apportes un stat check à ton adversaire. Est-ce que tu vas être capable de gérer tous ces châssis? Bon, si t'es pas capable, déjà la partie est perdue. Maintenant, si t'es capable, bon, bah il y a match, parce que moi aussi, si j'étais un joueur EK, le joueur EK est vraiment en capacité de détruire énormément de choses. Canis Rex est une aberration infâme. Donc je pense que ça va prendre sa claque, une bonne petite claquos en attendant son codex, en termes de coup en point, voilà. Et si ça le prend pas, bah écoutez, on va se manger encore jusqu'à l'arrivée du codex, on va se manger une belle saison de jeu pour les joueurs IK qui vont se régaler. Ensuite la Death Guard. Bon, la Death Guard c'est le glitch du système, hein, c'est comme d'habitude, c'est le loupé. C'est le loulou, c'est le pépé, c'est le loupé. Bon, la Death Guard, c'est pareil. On a un sous-pricing des unités. Il y a un vrai problème enfin, pour moi, le problème... Et en vérité, c'est pas si mal que ça, parce que c'est un problème qui se corrige assez rapidement. Quand vous avez des règles voilà, qui sont un peu indécentes et des mécaniques qui sont très difficiles à contrer,
ce qui est pour le coup le cas de l'Eldar, et notamment de l'Inari. Bon, c'est un petit peu plus dur à nerfer parce qu'il faut changer les règles. Là, pour la Death Guard, j'ai plutôt l'impression qu'il faille surtout augmenter les points de certaines unités et que ça va naturellement lisser l'équilibrage de ce codex-là et le ramener doucement vers le tiers A. En l'état, le codex Death Guard, il est très très fort, il apporte un gros niveau de létalité, il apporte un gros niveau d'OC sur la table et il apporte beaucoup de pression. Donc le codex Death Guard est très très fort, on va voir. Ils nous ont annoncé qu'il n'y avait pas de changement sur la data balance, on ne sait pas si les coups en points. Alors, moi je compte sur Games Workshop pour être réactif et éviter qu'on se tape une saison Death Guard là, parce qu'en plus il y en a beaucoup des joueurs Death Guard depuis la V8, ils ont tous 10 000 figurines dans leurs étagères, qu'on se retrouve avec des pourcentages de 15-16% de joueurs Death Guard sur les tournois solo. Voilà, ça serait bien qu'on évite ce genre de phénomène. Ces épiphénomènes. Donc voilà. Et enfin pour finir, la Eldari 64% de win rate. Bon, à l'instar de la Death Guard, contre-exemple, du coup, l'Inari, lui, il pêche par ses règles. En fait, et de toute façon c'est annoncé, hein, du coup il va y avoir des changements de règles pour l'Inari, ils ont sérieusement nerfé. Alors le problème c'est que l'Inari, ils vont... Après... Bon, je suis pas objectif parce que je joue Inari, donc je vais essayer de lisser mes propos le plus possible. Maintenant, ils nous ont annoncé qu'ils vont taper sur la règle d'armée et modifier les coups en points. J'ai peur que les deux, déjà ça bute complètement le détachement Inari. Bon ça après ça arrive, s'ils ont vraiment envie d'amener les joueurs Eldar vers autre chose que ce détachement là, on peut le comprendre, ils l'ont déjà fait. C'est une mécanique qui est pas inintéressante, tout du moins sur le jeu compétitif. Après en jeu classique, chacun fait ce qu'il veut, il s'en fout. Mais sur le jeu compétitif, ça va amener les joueurs Eldar vers autre chose que l'Inari. Donc on sait que le Circoncile, l'Aspect Host et le War Host sont des bons détachements. Maintenant, ils ont annoncé aussi une hausse de coups en points. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est l'Inari qui fait monter bien haut le win rate des Eldar, et je pense pas que l'Aspect Host et les autres détachements Eldar nécessitent des changements de coups en points sur les Banshees, sur les Dragons de Feu, etc., etc. Donc, je vous cache pas que j'ai peur que l'Inari se prenne une belle claque et redescende très fort dans le classement, notamment aux égards du fait que les Inari, enfin les Eldar avaient une certaine habilité à faire très bien le secondaire via une grosse mobilité et pêcher un peu plus sur le primaire. Et je pense que la saison de jeu qui arrive, Chapter Approved, elle repose beaucoup sur le scoring du primaire, et les secondaires seront moins astreints à avoir des unités comme les Warp Spider ou comme des trucs qui peuvent bouger de 16 et se mettre où ça veut. Donc j'ai bien peur, les amis, que les Eldar, on va un peu moins les voir sur les tournois. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez me rejoindre, la communauté de Creative Wargame et moi, ça se passe sur le Discord. Et puis je vous invite à venir participer activement à tous nos salons dédiés aux factions, sur lesquels on retrouve plein de joueurs qui partagent des choses, qui discutent avec vous. Et voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Ciao ciao, seigneur de guerre.